Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 26 février 2021. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une partie de l'œuvre complète de Georges Bataille. Et ce que nous allons faire, et c'est plutôt étonnant, ce sont les exemplaires ayant appartenu à Claude Effly. Et nous allons examiner ensemble si il y a des traces de lecture. On envoie bien des sondes sur Mars pour voir s'il y a eu des traces d'eau. Les livres aussi peuvent contenir des traces de lecture intelligente. Ils peuvent contenir des preuves, non seulement de lecture, mais aussi, parfois les annotations, est-ce que l'auteur lu a eu vraiment une grande influence sur l'écrivain? C'est assez étonnant parce que Georges Bataille et Claude Effly, spontanément, ce sont là deux noms qu'on ne mettrait pas ensemble. Effly, fantaisiste, qui n'est pas dans la subversion, qui n'est pas dans la subversion, dis-je, et qui est plutôt dans une sorte de poésie désinvolte, tandis que Bataille, c'est l'exploration des bas-fonds de la psyché humaine. Évidemment, Bataille aussi avait des préoccupations religieuses, hein, sa somme athéologique, qu'on ne retrouve pas vraiment dans le travail de Claude Effly. Alors, ce sont des exemplaires qui lui ont appartenu, en fait foi l'autographe qu'on retrouve, mais étonnamment, il n'y a, il n'y a aucune annotation, aucun passage souligné, aucune note dans les marges. Et si je prends celui-ci, le tome 8, alors ce qu'on y trouve, c'est Claude H. H, comme une H, hein, l'abréviation de Effly, le 23 mars 1981. Aucune trace dans celui-ci. Le tome 5, Alléluia est souligné. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Souvent. Claude Effly, 1979. Est-ce qu'il y a des annotations? Il y en a une. Il y en a deux. Regardez, encore là, c'est une drôle de manière de lire. Dimanche, le 7 janvier 1979. Alors déjà, 81, 79, on va voir les autres tomes. J'ai apporté ici les 6, les 7 tomes. Et j'en ai d'autres. Je pense que les œuvres complètes forment une dizaine de tomes. Et c'était l'intégrale de Bataille que j'ai acheté à un de mes confrères libraires, sachant d'une part que le travail de Bataille m'intéresse depuis très, très, très longtemps. Et je prétends que Bataille est sur le point de faire un immense retour. Je rappelle à l'envie que dans le discours d'investiture de Macron, quand il est devenu président, il cite Bataille et sa part maudite. Pour moi, ce n'est pas anecdotique. Je l'ai déjà dit dans cette vidéo-ci, je l'ai dit ailleurs, euh, qu'un président de la République qui souhaitait être un écrivain, hein, c'est ce que j'ai cru comprendre, cite Bataille et la part maudite qui est la dépense nécessaire pour faire fonctionner l'économie. C'est ça la part maudite, c'est la dépense nécessaire. C'est le gaspillage nécessaire. Et c'est très étonnant. C'est très étonnant et peut-être pas tant que ça. Alors, est-ce que ça annonce le programme? Est-ce que ça annonce que cette euh, pandémie sera... Moi, c'est ce que je crains, mais c'est pas c'est pas simplement ce que je crains pour la France, c'est ce que je crains également pour toutes les démocraties libérales. C'est que cette crise, qui pour les Chinois, crise veut dire une occasion d'affaires, et occasion à saisir,
Je crains fort que cette crise-là nous amène à, à vouloir démanteler certains services publics. Et que déjà, les, les, les pions sont en train de se placer. Et la stratégie qui se joue sur plusieurs coups d'avance, les populations, généralement, et les intellectuels ou les partis d'opposition ont toujours 2 ou 3 coups de retard sur le pragmatisme intéressé de certains mouvements et de la nature de certaines politiques. Alors donc, le dimanche 7 janvier, ici il a souligné, mais je sais que je porte en moi le mouvement voulant que l'affirmation, plus loin, s'évanouisse. Pourquoi il a souligné ça? Franchement, j'en ai aucune idée. Ici, j'imagine à la fin la pauvreté comme une guérison. C'est assez extraordinaire, ça, comme phrase. Et là, il n'a pas souligné ça, mais ce passage-là. Il est avilissant de réduire la volupté du chagrin, d'autant plus voluptueuse que le chagrin fait mal à la vulgarité d'un thème littéraire. Quand la volupté a les yeux de l'ascèse, quand le tourment ronge naïvement, ce qui est en cause se situe dans le ciel, dans la nuit, dans le froid, non dans l'histoire des lettres. Non, ça, il ne l'a pas. Mais celui que je viens de vous lire, il ne l'avait pas annoté. Je poursuis. Est-ce qu'on trouve d'autres annotations dans cet ouvrage-ci? Non, ni dans les notes en bas de page. Alors, le tome 3, les œuvres littéraires, Madame Édouarda, L'Impossible, Le Bleu du ciel, 3 des plus importants ouvrages. Alors, 3 dates, le 21 novembre 1972, le 4 mars 1973 et le 2 février 1976. Ces inscriptions laissent supposer qu'il a de très près fréquenté le travail de bataille. C'est très étonnant, je le confesse, c'est très étonnant. Il y aurait une étude sans doute à faire si un jour quelqu'un se penche sur le travail d'Effli. Et je vous lis les passages soulignés au crayon rouge ici, à l'encre rouge. La flamme est comme un cri, n'est pas saisissable. Chute dans le vide qu'est l'amour. La vie est plus mobile que le langage. Ça, c'est tiré de l'impossible. La nudité de B met en jeu mon attente. J'allais, moi, jusqu'au bout de ma rage d'interroger. La nuit est ma nudité, les étoiles sont mes dents, je me jette chez les morts habillés de blanc soleil. Je vous montre, regardez. Est-ce qu'on retrouverait ces citations-là dans l'un ou l'autre des textes de Fli? Encore ici, je vous montre l'autographe. Claude Effli, octobre 72. Oui, c'est tiré des écrits posthumes.
Ici, aucune trace. Les dos frottés euh, font que très certainement les livres ont été lus. Alors, de même ici, la mort qui est soulignée sur la page couverture. Alors ici, je vous le montre. Claude Effly, 20 novembre 1972. Brûlant et douloureux, l'esprit bâille et le sexe déraille. Le 10 avril 1975. Le 29 janvier 1976. Alors, sur 4 ans, il a compulsé cet ouvrage. Alors, se tirer les... Ton ventre, et ce sont ces tirés des poèmes. Ton ventre est nu comme la nuit. L'amour chevelu de ma jambe, un panthéon de foutre. Les chevaux ventre à terre. La mort. C'est avouez que c'est plutôt amusant comme ça de lire dans les pas d'un autre lecteur, hein? D'un lecteur fin, d'un lecteur aguerri. Bon, ça ne foisonne pas de, de notes ou de, de marginalia, comme vous pouvez le constater, mais il y a des pistes. Il y a sans doute des pistes. Alors aujourd'hui, il existe des logiciels qui comparent un texte et qui le met en comparaison avec une multitude de textes. C'est ainsi que de plus en plus les instances universitaires qui n'ont pas appliqué encore la pleine mesure de ces trouvailles informatiques, peuvent débusquer en quelques minutes si un texte a été plagié. Et évidemment, plus les machines vont être capables de produire des textes qui ont du sens, de les mettre en parallèle avec d'autres, euh, d'autres textes, de colliger les occurrences et de comparer les occurrences, il est possible qu'on finisse par assez rapidement découvrir que beaucoup d'auteurs, sans être de plagiaires patentés, auraient reçu, et ça, comment s'en défendre, une influence, presque une influence étrangère, presque comme si leur écriture, subliminalement, aurait pu être phagocytée par leur lecture. Et que leur lecture, au fond, ne serait que des réminiscences. Leur écriture ne serait que des réminiscences, à la fois de la somme de livres lus ou encore de livres lus récemment, ou de livres lus aussi à la veille du sommeil. Hein. Tous les lecteurs lisent avant de s'endormir. Je suis convaincu que les quelques personnes qui m'écoutaient en ce moment, ont près de leur lit, sur leur table de chevet, une multitude de livres. Alors sans doute ces livres-là qui sont posés sur les tables et qu'on lit et dont on lit quelques pages avant de sombrer dans le sommeil, c'est sûr que ça percole là, dans l'esprit. Ça percole dans l'esprit évidemment des lecteurs, mais quel écrivain n'est pas d'abord et avant tout un lecteur? Alors, et ça, sans doute, avec l'intelligence artificielle, et on va finir par... C'est ça aussi le danger aussi de l'intelligence artificielle, c'est que probablement, pas probablement, mais c'est possible qu'on soit trop capable de, de déceler, et d'ailleurs, toute l'intelligence artificielle vise à essayer de saisir les mécanismes de l'esprit humain, hein, de les reproduire et de les appliquer à des stratégies commerçantes, évidemment. Toute cette recherche-là
n'est pas faite que dans un but désintéressé. Hein. Il y a l'appât du gain comme motivation principale. Alors, il faudrait sans doute, avec un appareil ou une érudition hasardeuse, laborieuse, on pourrait peut-être retrouver dans les textes de Claude Effly des preuves tangibles de ses lectures de bataille. Ce qui a priori, mais là, vous voyez, si on a la possibilité, on a les objets, hein, les objets de lecture qui sont des artefacts du projet d'écriture, avec cette minutie de dates échelonnées même. Alors, il y a des clés assez évidentes. Alors, on pourrait faire des parallèles avec les textes qui ont été publiés par la même époque, dans la même époque par Claude Effly. Mais elle jouissait de Tremblay. La scène, dans sa lenteur, rappelait l'égorgement d'un porc ou la mise au tombeau d'un dieu. La méditation, le 29 janvier 1976, 7h15 de l'après-midi. Là, ici, il fait preuve d'une étonnante précision d'érudition. Madame Édouarda, par Pierre Angélique, lire, édition Jean-Jacques Pauvert, 1956. Alors, l'intérêt visiblement qu'avait Effly pour bataille ne laisse ici aucun doute. J'aimerais que tu le saches. J'aime ma fange. Je finirai par vomir aujourd'hui. J'ai trop bu. Je serai soulagé. Je ferai le pire devant toi et je serai pur à tes yeux. Elle jouissait de l'instant suspendu. Nos ventres nus. Le bonheur d'agacer la profonde nudité de son corps. Ce sera sans doute très amusant, puisque nous avons peur. Je sentais que ma tante haïssait comme moi tout ce qu'on m'avait demandé de vénérer. Encore là, les lames d'Eros, qui nous renvoient à l'édition de Jean-Jacques Pauvert. Très étonnant. En tout cas, assurément, dans l'érotisme, parce qu'il y a une part érotique dans le travail d'Effly, et c'est sûr qu'une partie, en tout cas, s'est alimentée par la lecture des œuvres de bataille. Ça, c'est... Alors ici encore, octobre 1972, j'avais payé les 9 volumes 200$. L'immonde jupe noire, l'admiration me clouait sur place. L'ignoble prêtre, cette charogne sacerdotale, son beau visage d'idiot. J'attendais depuis toujours. La caresse de l'œil sur la peau est en effet d'une douceur complètement extraordinaire, avec en plus un certain côté gris de coq horrible, tellement la sensation est étrange. Il est clair que le monde est purement parodique. Intéressante citation. Alors ça, c'était tiré du tome 1, les premiers écrits, 1922-1940. Et les autres tomes, dans le bordel de ma bibliothèque, hein, bordel de bibliothèque avec bataille
comme je vous disais, il revient Bataille. Bataille, il revient avec à la fois la montée du religieux et à la fois avec la pornographie déferlante. Et ça demeure pour moi tellement étonnant euh, de voir, de constater la pornographie. De toute façon, le plus personne n'y échappe. Hein. Personne ne peut échapper au monde pornographique. Absolument personne. Euh, Même involontaire. Il faudrait se priver de toute forme de technologie d'appareils technologiques pour, euh, pour, ne, ne pas être mis en présence de la pornographie. Et ce qui demeure étonnant pour moi, c'est il y a une sorte de... Je n'arrive pas à comprendre comment de très jeunes personnes, hein, puis, à plus forte raison des personnes un peu plus âgées, puissent s'offrir comme ça avec un tel bonheur d'impudicité. Et il y a quelque chose de la générosité déraisonnable que de s'offrir comme ça, presque, pas juste à tout venant, pas juste à n'importe qui, mais s'offrir en tout lieu, tout le temps, en toutes circonstances, et en offrant son... En Bataille aurait jubilé de cette époque-là. Bataille aurait dit... En fait, c'est ça l'affaire. C'est que cette pornographie-là qui est maintenant... qui fait partie de l'ère du temps, comme le fast-food ou les téléséries ou n'importe quoi, qui fait partie de la culture de masse, hein, disons, eh bien, Bataille, sans doute, aurait jugé... aurait sans doute aurait peut-être jugé qu'il manque de religieux dans cette néo-subversion. Mais il aurait peut-être aspiré à ce qu'on y glisse, quelque chose de vraiment inquiétant. Alors, mais il y a presque dans ces chairs exhibées, dans ces chairs offertes, il y a presque de la sainteté. Alors, j'essaie de me mettre dans la peau d'une jeune personne, homme ou femme, qui de son exhibition extatique, offre son exhibition extatique, offre ça comme ça dans un monde virtuel où chaque accouplement n'est pas simulé, va sans dire, mais est multiplié à l'infini. Alors c'est très, très, très troublant. Et de même, les très vieux films pornographiques, en noir et blanc, ils sont encore plus troublants parce que on sait que tout le monde est mort, on sait que... Mais les corps sont passés, il ne reste plus que cendres, il ne reste plus que dépouilles, il reste plus rien, aucune trace, si ce n'est que des traces d'orgasme, si ce n'est que des moments de jouissance sexuelle qui peuvent provoquer chez celui ou celle qui regarde ces images-là, peuvent réactualiser, peuvent remettre le mouvement du désir. Et qui en fait, même des images mortes, des scènes du passé, d'accouplement, de coït ancien, de coït antédéluvien, eh ben, peut engendrer in situ un coït actualisé, réactualisé, soit par une pratique solitaire, soit par un échange avec une partenaire. Alors c'est très étonnant. C'est très étonnant comment, au fond, là on pourrait faire le parallèle avec le mythe de la caverne, mais là ce n'est plus le mythe de la caverne, c'est le mythe de la chambre close. Et ça nous ramène aussi à la nuit utérine de Pascal Quignard, qui nous étions,
où nous étions avant d'apparaître. Toutes ces questions-là, au fond, qui relèvent à la fois de la métaphysique la plus débridée et de l'érotisme le plus inquiétant qui soit. Alors, ici, mars 1980, un seul mot que je capte dans cet ouvrage. Il y a un seul mot que j'ai vu. Ah non, deux. De sa richesse, c'est-à-dire du pouvoir qu'elle avait d'atteindre l'inespéré, le merveilleux. J'ai lu un seul mot, le mot désir. Ben voilà, c'était... il y avait le passage que je viens de vous lire et le mot désir. Et celui-ci, c'est le tome 9 et Lascaux, la naissance de l'art, Manet et la littérature et le mal. Ben écoutez, je vais conclure sur Effli, mais je ne conclurai pas. Je vais conclure sur Effli en vous montrant un dernier ouvrage, publié par les bons soins de Marc Desjardins dans sa maison d'édition Le Temps volé. Mais Marc Desjardins et Le Temps volé, je vais vous en reparler dans les prochains jours, peut-être même les prochaines semaines, peut-être 2 semaines. Parce qu'il y a des vidéos, il y a des livres dont je vais vous entretenir et je vais commettre des vidéos sur le sujet. Il y a quelques livres là, qui attendent et c'est comme je vous le disais hier, c'est très curieux. Sans doute, ben ça c'est le travail des professeurs, que de lire des livres et après de les offrir, de les offrir à l'étude. Et sans doute, c'est la meilleure manière pour eux, en l'enseignant, de comprendre ce qu'ils ont lu. Mais moi, je suis pas un prof, je suis un libraire. Et un libraire qui propose des lectures de livres qu'il ne vend pas. Alors, c'est comme si j'étais un prof sans classe et sans élèves et finalement sans école. Un prof sans école. C'est quand même cool, non? D'être un prof sans école. La meilleure de tous les mondes. Je n'ai pas à mettre de notes à personne et de rien du tout. Alors, voyez, je vous le montre. Vous voyez, c'est un très beau livre. Claude Effli. 22 poèmes en pointillé, Le Temps volé. Alors, l'étui est assez remarquable. Attendez, je ne vais pas... Alors, à quoi ça ressemble? Comme je vous le disais il y a quelques jours, Marc, à la fois, Marc Desjardins, reprenait les canons classiques de l'édition, mais en utilisant les modalités techniques modernes. Alors, il opérait une sorte de synthèse entre la tradition et la modernité. Avec beaucoup, beaucoup d'humour. Alors, c'est 2009. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, ce sont des feuilles détachées. Alors, c'est un frontispice de José Aclin. Perspective éphélienne, frottis et collage 2009. Vive le PEP libre ou prolégomène à une perspective éphélienne. Quand on perçoit, on ne parle pas, et quand on parle, on ne perçoit pas, disait Chuang-Tzu, l'héritier du maître Lao-Tzu. Alors, poème en pointillé. Je dessine à tout casser. Alors, vraiment, la justice poursuivant le crime. Alors, je pourrais continuer comme ça. C'est une trentaine de pages. La table des poèmes avec des dates. Le 7 juin 2009,
J'aime dessiner ta bouche à 8h30. Le lundi 8 juin 2009, la justice poursuivant le crime. Et 22 juin 2009 à midi, hommage à Gaston Bachelard, jardin suspendu. Je vous promets toujours la brièveté et je ne tiens jamais parole. Mais cette fois-ci, je ne promets rien et je vous souhaite bonne nuit et à demain. À demain, 18h, c'est-à-dire minuit, heure française. On va essayer, mais parfois la connexion est mauvaise et on ne parvient pas. On va essayer de faire un Facebook Live avec Pierre Berthelot qui va nous entretenir de son plus récent livre Duplessis est encore en vie, publié aux éditions Septentrion. Alors, il a déjà reçu une excellente presse. Peut-être que demain, dans le Devoir, il y aura une bonne critique. Nous lui souhaitons. Et à Radio-Canada, la semaine dernière, Michel Desautels en a dit le plus grand bien. Et Bock-Côté, dans sa chronique au Journal de Montréal, en a également dit le plus grand bien. Et moi-même, j'en ai pensé le plus grand bien. Alors, et je vais l'interroger sur son livre. Alors, normalement, l'objectif de temps alloué ne devrait pas dépasser les 60 minutes. Étant donné le couvre-feu, Pierre devra regagner son domicile avant de recevoir un ticket ou d'être verbalisé. Ce qui est la même chose, mais dans d'autres pays. Alors, merci, bonne nuit cette fois-ci.